Bonjour, je m'appelle Abdelaziz Amiri et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler de la cour ISLM, présentée par Abdelaziz Amiri, Mohamed Oussama Al-Haqi, des élèves ingénieurs de la FST, branche ingénierie en finance, actuariat et calcul scientifique, sous l'encadrement de M. Imad Al-Hajri. Aujourd'hui, on va vous parler de la cour ISLM, ou bien le modèle ISLM créé par John Hicks, vu sa grande importance pédagogique dans la modélisation économique en reflétant une réalité à aspect macroéconomique qui peut se traduire par un point d'équilibre entre deux marchés qui sont tellement importants. Durant notre présentation, on va voir la présentation et la définition de notre modèle, la relation d'équilibre pour les biens, la courbe IS, la sensibilité de la fonction IS, le déplacement de la courbe IS, la construction de la courbe LM, la relation croissante entre le taux d'intérêt et la production sur le marché de la monnaie, le déplacement de la courbe LM et enfin l'équilibre IS-LM et ses limites. Ainsi, on va terminer par les avis des experts, à savoir M. Rachid Ouchir, professeur de l'université Qadi Iyad à la faculté des sciences économiques et juridiques de Marrakech, et M. Vincent Buiquet, euh, professeur universitaire à l'université de Lille, ainsi une petite intervention de monsieur Wael Amrani, professeur à l'université Abdelmalek Sethi. Passons maintenant à notre présentation du modèle. La présentation du modèle. Le modèle ISLM ne part pas d'une analyse microéconomique, mais raisonne directement en termes d'agrégats nationaux, dont les interdépendances sont déterminées empiriquement. Dans sa version de base, proposée par Jean X, le modèle ISLM comporte trois secteurs ou trois marchés, celui des biens, celui de la monnaie et celui des titres. Dans sa version de base proposée par X, le modèle ISLM comporte trois secteurs, ou bien trois marchés, comme on vient de dire. Celui des biens, celui de la monnaie et celui des titres. Les biens sont soit consommés, soit investis. La production de biens est à l'origine de revenus, que ce soit salaire ou bien profit, qui permettent d'acheter les biens produits. La monnaie sert de moyen de transaction et de moyen de réserve à titre de précaution. Les titres enfin, que ce soit les bons de trésor, les obligations ou encore les actions, constituent une alternative à l'investissement et à la détention de la monnaie. La présentation du modèle. Ce modèle a été alors élaboré par Jean X peu après la publication de Keynes de son livre sous la forme du schéma communément appelé ISLM. Ce schéma est formé de deux courbes, une appelée la courbe IS, l'autre bien évidemment la courbe LM, dont l'intersection est censée déterminer le produit agrégé représenté par la production totale en biens et services réalisés au sein d'une économie. Nous allons dans la présente section détailler la construction et les caractéristiques de ces courbes avant d'étudier le modèle dans son entier. Remarque. Le modèle ISLM prend en compte l'interdépendance des offres et des demandes de ces trois secteurs. En effet, ces offres et ces demandes sont liées par une identité comptable. Le marché des titres n'est pas directement présenté d'après la loi de Woolworth. S'il y a équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des biens et sur le marché de la monnaie, alors, et bien évidemment, il y a aussi équilibre sur le marché des titres. On va supposer aussi que l'économie est fermée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'étranger. Dans ces conditions, la production nationale est égale au revenu national. Ainsi,
on va supposer qu'il n'y a pas d'inflation dans le cadre à court terme du modèle. La relation d'équilibre pour les biens, la courbe IS. Intéressons-nous tout d'abord au marché des biens. Comme à l'accoutumée, nous allons nous simplifier la tâche au maximum en considérant une représentation agrégée de l'économie la plus sommaire possible. Nous allons donc supposer une économie fermée, sans échange avec le reste du monde. Dans la perspective ouverte par la théorie de la consommation développée, nous retiendrons la spécification linéaire de la fonction de la consommation. Ça veut dire la consommation de biens est exclusivement liée aux revenus courants. De même, nous admettons l'investissement dépend uniquement et de façon décroissante du taux d'intérêt petit i. Ça veut dire que i est une fonction de petit i. Dans une économie fermée, avec dépenses publiques, l'équilibre sur le marché des biens implique l'égalité de l'épargne et de l'investissement agrégé, c'est-à-dire la partie de revenus qui, pendant une période donnée, n'est pas dépensée, son argent n'est pas détruit immédiatement par une dépense de consommation, doit être réinvesti dans les circuits économiques sous la forme d'un placement ou d'un investissement. L'épargne agrégée est égale à la somme de l'épargne des ménages et de l'épargne publique. L'épargne des ménages est définie comme Y moins T moins C, tandis que l'épargne publique est définie comme T moins G. L'épargne agrégée, que nous notons S, est donc égale à Y moins C moins G. Avec T, c'est le transfert net des ménagers vers l'État. En utilisant l'équation de la consommation agrégée, nous pouvons donc écrire que l'épargne est donnée par la relation suivante. S est égal à Y moins C0 moins A, facteur de Y moins T moins G. Et à l'équilibre sur le marché des biens s'exprime alors par l'égalité suivante. S est égal à l'investissement en I, ce qui revient à écrire que Y moins C0 moins A, facteur de Y moins T moins G moins I est égal à 0. Cette égalité dépend de deux variables, Y et petit i. En d'autres termes, nous pouvons dire que l'équilibre sur le marché des biens implique qu'une certaine relation soit vérifiée par le couple Y petit i. Avec petit i bien sûr, rappelons que c'est le taux d'intérêt. Cette relation sera appelée la relation IS, puisqu'elle caractérise l'égalité de l'épargne et de l'investissement. Elle est représentée par une courbe IS dont le repère Y petit i. Alors, on va aussi voir la démonstration de la décroissance entre Y et petit i, c'est-à-dire que le taux d'intérêt doit diminuer si le produit agrégé augmente de manière à conserver l'équilibre sur le marché des biens. Voici, mathématiquement parlant, la démonstration. La courbe IS, en abscisse, on a bien le niveau de production grand Y, alors qu'en ordonnée, on a le taux d'intérêt petit i. Et on a bien évidemment la relation décroissante entre nos deux variables. Passons maintenant à la sensibilité de la fonction IS. La sensibilité de la fonction IS. La courbe IS dépend de la forme des fonctions d'investissement et de la consommation qui la sous-tendent. Essayons de préciser cette dépendance. La question est d'importance dans la mesure où la courbe IS va contribuer à l'obtention et aux propriétés de l'équilibre global. Étudions d'abord l'incidence de la fonction d'investissement. Prenons deux cas extrêmes, bien sûr, totalement irréalistes.
mais utile dans une perspective pédagogique. Le premier cas, l'investissement est insensible au taux d'intérêt. Il est donc constant, quel que soit le taux d'intérêt. Dans ce cas-là, l'épargne doit être constante et donc le produit global constant également, puisque l'épargne est une fonction croissante du produit global. La courbe IS donc une verticale dans le plan Y petit i, car l'équilibre est obtenu sur le marché des biens pour une valeur donnée du produit agrégé, quel que soit le taux d'intérêt. Le deuxième cas, l'investissement est extrêmement sensible au taux d'intérêt ou encore l'élasticité de l'investissement au taux d'intérêt est infinie. Une diminution aussi faible que l'on veut du taux d'intérêt entraîne une augmentation infiniment grande de l'investissement. Dans ces conditions, il se produit une telle variation arbitrairement faible du taux d'intérêt. Elle provoque une augmentation arbitrairement grande de l'investissement. Passons maintenant au déplacement de la courbe IS. La courbe IS est obtenue dans une économie donnée. Elle reflète la structure de l'économie et plus précisément les valeurs des paramètres utilisés dans les diverses équations. La structure de l'économie, telle que l'expriment les différentes relations, est considérée comme intangible, ça veut dire la courbe IS n'a plus lieu d'être si l'on modifie la conception de l'économie dont celle-ci découle. En revanche, les valeurs des paramètres peuvent être modifiées. La courbe IS se déplace quand les variables liées à l'action publique, grand G et T, varient bien sûr. Les dépendances publiques G se tient la démarche ayant donc un effet expansif. Mais le prélèvement fiscal grand T représente une ponction sur le revenu disponible, donc sur la consommation privée, ce qui déprime la demande globale. Les deux actions de l'État ont un effet contraire sur l'équilibre sur le marché des biens. On a bien sûr une illustration qui illustre le déplacement de la courbe IS. Passons maintenant à l'équilibre sur le marché de la monnaie, à savoir la courbe LM. Intéressons-nous maintenant au marché de la monnaie et posons-nous les mêmes questions que pour le marché des biens en raisonnant sur la base de la théorie de la liquidité. La relation LM concerne le marché de la monnaie. Une hausse de la production et donc du revenu pousse les acteurs à vouloir conserver dans leur portefeuille plus de monnaie parce qu'ils prévoient de faire des achats. Donc, ils vendent des obligations ou des créances, bien sûr, d'une manière générale, ce qui entraîne une hausse de taux d'intérêt. La condition d'équilibre sur le marché de la monnaie est immédiate. Il faut que la quantité de la monnaie offerte N0 soit égale à la quantité demandée ND. D'où vient la monnaie? Qui crée la monnaie? Faisons pour le moment abstraction du secteur bancaire et financier et simplifions à l'extrême. Supposons que le seul mode de paiement possible dans l'économie est le recours à billets des banques imprimés par l'État inconnu. Il n'existe qu'un seul institut d'émission détenu par la puissance publique et créant la liquidité circulant dans l'économie. La masse monétaire offerte et disponible est constituée de l'ensemble de ces billets de banque. Plus précisément, nous considérons pour le moment la quantité de monnaie comme exogène. La puissance publique a défini un montant de liquidité circulant dans l'économie, notons grand M ce montant bien sûr, qui peut être considéré comme un paramètre du modèle. Une modification de ce montant peut alors être assimilée à une décision de politique monétaire. Nous pouvons écrire que M0 est égal à M. Or, la demande de monnaie agrégée est une fonction croissante de niveau de produit agrégé et une fonction décroissante du taux d'intérêt nominal.
NT est égal à MT qui est en fonction de Y et petit i. Enfin, la condition d'équilibre sur le marché de la monnaie s'écrit de la façon suivante. M est égal à MD qui dépend de Y et petit i. Nous voyons d'après l'équation ci-dessus qu'il existe bien une relation entre le taux d'intérêt et le niveau du produit agrégé tel que le marché de la monnaie est équilibré. Cette relation sera appelée la relation LM par référence au marché de la monnaie liquide. Voici la courbe LM. On a Y en fonction de petit r et on a deux zones. La zone en haut où il y a l'offre est plus supérieure à la demande et la zone en bas où il y a l'offre est plus petite que la demande. La relation croissante entre le taux d'intérêt et la production sur le marché de la monnaie. Alors, la relation LN illustre une autre différence essentielle de néo-keynésianisme avec la théorie classique de néoclassique. Au lieu de représenter un prix qui équilibre la demande d'investissement et la disponibilité à épargner, différer sa consommation, le taux d'intérêt est un prix qui équilibre l'offre et la demande de la monnaie, soit la masse monétaire et le désir de détenir des liquidités. En effet, plus le taux d'intérêt est élevé, plus les investisseurs s'attendent à ce qu'il diminue et plus la demande de la monnaie afin de spéculer est faible. À l'inverse, il existe un taux d'intérêt minimum pour lequel tous les investisseurs s'attendent à une hausse ou à la demande de la monnaie est alors infiniment élastique. Ce que Keynes appelle la trappe à liquidité. Généralement, pour un taux d'intérêt compris entre 0 et 1%, c'est de cette relation que provient l'arbitrage entre détention de titres et de la monnaie. Pour un taux d'intérêt élevé, les investisseurs anticipent sa baisse, ce qui entraîne une hausse de la valeur des titres. À l'inverse, ils vont privilégier la détention de monnaie lorsque le taux d'intérêt sera faible, anticipant qu'il ne peut que monter. Passons maintenant à notre déplacement de la courbe LN. La position de la courbe LN dépend de l'offre de la monnaie, du niveau du prix et du comportement des agents. Si l'offre de la monnaie augmente de N à N', alors que P reste inchangé, ça veut dire pas d'inflation, l'offre réelle de la monnaie augmente de NP à N'P. Pour Y donné, cela correspond à une diminution de R à R' du taux d'intérêt, ce qui conduit à un déplacement vers le bas de la courbe LR. De même, une baisse de l'offre de la monnaie provoque un déplacement vers la haut de la courbe LR. Voici une illustration du déplacement de la courbe LM. Et passons maintenant à l'équilibre IS-LM. Équilibre IS-LM. Les deux courbes IS et LM sont réunies sur un même graphe, qui est donc l'interface entre la vision réelle et la vision monétaire de l'économie. L'intersection des deux courbes représente le point unique qui satisfait les deux équilibres, et donc l'équilibre général. Si la production grand Y à l'équilibre général ne permet pas d'utiliser toutes les capacités, il existe un taux de chômage d'équilibre. Le rôle des politiques d'ajustement à court terme est de résorber le trou de production inutilisé et de diminuer le taux de chômage. Voici l'équilibre IS-LM. Passons maintenant aux limites de notre modèle. Limites. Une critique importante concerne le parti LM du modèle, soit les hypothèses concernant le marché de la monnaie.
Le modèle suppose en effet une monnaie exogène dont le volume est fixé par le gouvernement ou la banque centrale. Le taux d'intérêt fluctue en fonction de ce volume. Or, de l'avis de tous, la monnaie utilisée dans la quasi-totalité des transactions est endogène, puisque résultant de l'activité de crédit des banques dites second rang. Il est donc difficile d'accepter une hypothèse qui contredit si radicalement la réalité. Mais les banques centrales peuvent toutefois créer de la monnaie dont les politiques de quantitative easing sur le marché primaire et jouer sur le montant en circulation en fixant le taux d'intérêt. Si cette hypothèse a été critiquée de tout temps par certains keynésiens radicaux, en premier lieu par les charlatistes, depuis la crise de 2008, les doutes sur la pertinence du modèle se sont propagés jusque dans les rangs de ses propres partisans. Par ailleurs, le modèle ISLM souffre des conséquences de sa grande simplicité. Si sa relative simplicité a pu rendre ce modèle attirant de nombreux aspects, semblant avoir été omis. Passons maintenant aux avis des experts. Nous allons introduire trois experts. Le premier, M. Rachid Ouchir, enseignant professeur à la faculté des sciences juridiques de Marrakech, Riyad. Monsieur Vincent Guiquet, professeur et maître de conférence à l'université de Lille. Ainsi, une petite introduction, ou bien une petite intervention de Monsieur Wael Mrani, professeur à l'université de Marseille. Monsieur Rachid Ouchir, professeur à la faculté des sciences économiques et juridiques de Marrakech. Voici le lien de quelques publications de Monsieur Rachid Ouchir. Alors, pour les questions posées par Monsieur Ouchir, la première question posée, c'est que quel est l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la courbe IS? La réponse de M. Rachid était: la crise de Covid a entraîné une baisse de la dépense. IS va se déplacer à gauche vers moins de production. La deuxième question: quel est l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la courbe LM? La courbe, ou bien la crise de Covid, a entraîné une baisse de la dépense et partant une baisse de la demande de monnaie, un déplacement de LM à gauche. La troisième question, c'est que pensez-vous, monsieur, pour rétablir l'équilibre? La réponse était: l'équilibre est toujours là, mais avec un niveau de production moindre. Il faut relancer la demande pour réaliser un équilibre meilleur avec plus de production et moins de chômage. La quatrième question: supposons que le gouvernement augmente les impôts pour réduire le déficit budgétaire. En se basant sur le modèle ISLR, que peut-on conclure? La réponse était: la hausse de l'impôt affecte négativement le revenu disponible dans le cadre de ISLR, d'où une baisse de la consommation des ménages et un déplacement de IS à gauche. Il en résulte une baisse de la demande de la monnaie qui déplace aussi LM à gauche. Cinquième question: quel est l'effet sur le revenu et le taux d'intérêt d'une augmentation des dépenses publiques financées par la création de la monnaie? Une augmentation des dépenses publiques financées par une création de la monnaie entraîne un déplacement de IS à droite, et la création de la monnaie entraîne une hausse de l'offre de la monnaie et le déplacement de LM à droite. Sixième question: pendant les années 90 et sous la présidence de Bill Clinton, les États-Unis se sont attelés à rétablir l'équilibre des comptes publics en réduisant la consommation de l'État. En même temps, la Banque centrale américaine a amené une politique monétaire expansionniste. Selon le modèle ISLR, qu'est-ce que les deux chocs combinés vont donner lieu?
La baisse de la consommation de l'État, c'est la baisse des dépenses publiques qui constitue une composante importante de la demande, entraînant un déplacement à gauche de la courbe IS. La politique monétaire expansionniste entraîne une baisse de taux d'intérêt qui stimule l'investissement, ce qui produit l'effet inverse de la courbe IS qui se déplace à droite. La politique monétaire expansionniste entraîne le déplacement de LM à droite. Passons maintenant à notre deuxième expert, M. Vincent Luiquet, professeur et maître de conférences à l'Université de Lille. Une petite introduction à M. Vincent Luiquet. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris-Nord et il est maître de conférences en économie à l'Université de Lille depuis 2011. Ses axes de recherche sont la macroéconomie, la zone européenne, la financiarisation et modélisation post-keynésienne, les responsabilités il est responsable du Master 1 Économie et Management Public. Il est responsable de l'axe 3 du CLERSE, Économie et Société, Développement, Richesse et Innovation. Il est membre du Conseil laboratoire Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques. Il est responsable du séminaire Économie politique lillois. Il est responsable scientifique du rapport de recherche IRES 2020-2022 sur les effets des aides publiques aux entreprises. Voici quelques liens pour ces publications. Il a fait aussi 2 livres. Le premier, Quand les crises reviennent, et le deuxième, L'économie retrouvée, le surcoût du capital, la rentre contre l'activité. Alors, pour la première question, toujours posée par M. Vincent, quel est l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la courbe IS? La réponse était, la crise Covid-19 réduit le revenu, ce qui fait déplacer la courbe IS vers la gauche. La deuxième question, quel est l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur la courbe LM? La réponse était, la crise Covid-19 fait bouger la courbe LM si l'on suppose que la Banque centrale intervient pour faire face à la crise. Pour contrer les effets négatifs de la crise, les banques centrales font du quantitative easing, ce qui permet de réduire les taux d'intérêt sur les titres. Dans le modèle ISLM, l'offre de la monnaie augmente car le fait d'augmenter l'offre de la monnaie pour acheter des titres et devient supérieure à la demande de la monnaie et l'offre des titres devient inférieure à la demande des titres, ce qui fait diminuer le taux d'intérêt. Donc, la courbe LM se déplace vers la droite. La troisième question, que pensez-vous, monsieur, pour rétablir l'équilibre? La réponse était, le nouvel équilibre est atteint au point d'intersection entre IS qui a bougé vers la gauche et LM qui a fait bouger vers la droite. Le nouveau point d'équilibre est plus bas sur le graphique car le taux d'intérêt est plus bas et plus à gauche car le revenu a diminué suite à la crise Covid-19. La quatrième question, comment expliquez-vous, monsieur, la sensibilité de la demande de la monnaie au taux d'intérêt puis au revenu? Dans le modèle ISLR, la demande de la monnaie dépend du taux d'intérêt à travers la demande de la monnaie de spéculation. Une baisse de taux d'intérêt fait augmenter la demande de la monnaie de spéculation, car les détenteurs de titres revendent leurs titres pour obtenir de la monnaie et faire une plus-value. Quand les taux d'intérêt sont très faibles, il y a peu de chances qu'ils continuent à baisser, ce qui augmente la demande de monnaie. L'économie se retrouve dans une trappe à liquidité, car si tout le monde anticipe que les prix des titres vont baisser dans le futur,
car le taux d'intérêt va augmenter bien sûr, les spéculateurs ont intérêt à atteindre avant d'acheter des titres. Ils préfèrent donc la monnaie. Avec Covid-19, si les revenus baissent, la demande de monnaie de transaction va également diminuer. La cinquième question. Alors, pour la cinquième question, supposons que le gouvernement augmente les impôts pour réduire le déficit budgétaire. En se basant sur le modèle ISLM, que peut-on conclure? La réponse, si le gouvernement augmente les impôts, cela réduit le revenu disponible puis la consommation et le revenu, bien sûr. Cette politique est donc restrictive et déplacera la courbe IS vers la gauche. 6. Quel est l'effet sur le revenu et le taux d'intérêt d'une augmentation des dépenses publiques financées par création de la monnaie? La réponse, si le gouvernement dépense plus en s'attendant, il va émettre des titres. Si ces titres sont attachés par les banques, par création de monnaie, alors le revenu va augmenter. IS se déplace vers la droite et LM ne bougera pas. Avec le QE, la Banque centrale cherche à racheter des titres aux banques pour éviter une hausse des taux d'intérêt. La meilleure politique est donc le policy mix, hausse des dépenses publiques et hausse de la création de monnaie de la Banque centrale pour éviter la hausse des taux d'intérêt. La septième question. Pendant les années 90 et sous la présidence de Bill Clinton, les États-Unis se sont attelés à rétablir l'équilibre des comptes publics en réduisant la consommation de l'État. En même temps, la Banque centrale américaine a amené une politique monétaire expansionniste. Selon le modèle ISLM, qu'est-ce que les deux chocs combinés vont donner lieu? La réponse de M. Vincent est la suivante. Le même effet qu'au point 1, IS se déplace vers la gauche car la baisse des dépenses réduit le revenu. LM se déplace vers la droite, ce qui réduit le taux d'intérêt. Dans le modèle standard IS-LM, la baisse des dépenses publiques va l'emporter, ce qui fera baisser le revenu malgré la baisse du taux d'intérêt. Avant de finir notre présentation, bien sûr, je peux m'avancer sans risque d'erreur que le travail ne s'arrête pas ici. Au contraire, ça dépasse même les limites que j'ai posées à cette présentation ou bien à ce projet. Parce que durant mes recherches et en contactant plusieurs experts, j'ai parlé à M. Wael Amrani, professeur à l'université Abdelmalek Sedi et lauréat de International Business Management Institute of Berlin, Germany, qui est vraiment un professeur de qualité qui fait plusieurs publications et recherches, surtout sur le benchmark et la compétitivité analytique des performances logistiques et économiques entre le Rotterdam, New York ou encore le port de Tanger-Med. Il est aussi membre of the European Organization of Scientific Research avec une spécialisation de l'économie de trading international et les systèmes intelligents. Il m'a dit que l'idée proposée par le projet ou la présentation du modèle ISLF fait l'objet des recherches actuelles, dont il fait partie bien sûr, avec des experts internationaux. Ainsi, mes questions posées dépassent de très loin les simples questions et nécessitent de trouver des arguments actualisés dans cette période critique. Voici Monsieur Wael Amrani, son profil LinkedIn. Voici un message qu'il m'a envoyé en expliquant ses travaux actuels. Alors, en essayant de répondre à vos questions, je qualifie ce projet de très grand. Nous travaillons depuis juillet 2020 sur un grand projet européen similaire avec une équipe de 35 experts du monde entier pour produire un rapport portant sur l'impact du Covid-19 sur l'équilibre ISLM, le chômage,
le commerce international avec des projections sur le court terme. Sincèrement, votre projet dépasse de très loin les simples questions. En résumé, pour répondre à vos questions, il faudra un rapport de 50 à 500 pages dans une durée de 6 à 12 mois, puisqu'il faut trouver des arguments actualisés dans cette période critique. Bon courage, chers étudiants. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention.